Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette conférence en live du Club de la Presse de Strasbourg. Nous accueillons aujourd'hui Frédéric Vézard, nouveau rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace et de l'Alsace. Vous êtes arrivé en Alsace en septembre, fin septembre, début octobre 2020. On va passer 3 quarts d'heure ou 50 minutes ensemble. Vous pourrez, si vous le souhaitez, poser des questions sur le live Facebook. Les questions seront transmises à Frédéric Vézard pendant l'interview ou à la fin de l'interview. Je suis Olivier Mirguet, je suis journaliste de La Tribune et je suis aujourd'hui enchanté d'accueillir à Strasbourg un nouveau journaliste qui vient de Paris. Bonjour. Bonjour Frédéric Vézard, vous êtes arrivé donc à l'automne dernier à la rédaction en chef des dernières nouvelles d'Alsace et de l'Alsace, 2 titres qui appartiennent au groupe EBRA, du Crédit Mutuel. Quel a été votre parcours professionnel avant d'arriver à la direction de la rédaction des dernières nouvelles et de l'Alsace? Alors moi je suis journaliste depuis 30 ans, j'ai une carte de presse depuis 30 ans. J'ai un parcours qui se découpe en 2 parties à peu près égales. 15 années de reportage, plutôt spécialisé, voire même fortement spécialisé dans le fait divers. Et puis les 15 dernières années plutôt dans l'encadrement de rédaction. Donc effectivement à Paris, plutôt en presse nationale. J'ai participé d'abord au lancement de Métro, le quotidien gratuit, au niveau national. Ensuite, j'ai travaillé à l'Équipe pendant 3 ans et au Parisien, d'où je viens. Parisien qui est à la fois un quotidien national et régional, qui a cette spécificité assez unique dans le paysage de la presse nationale. Et qu'est-ce qui vous a fait venir en Alsace ? J'ai été recruté par un chasseur de tête, pour parler très, très franchement. Et je n'ai pas postulé spontanément pour venir en Alsace. Il se trouve que le projet qui m'a été présenté, ce que j'ai découvert en travaillant sur cette candidature, m'a profondément séduit et attiré. Voilà. Et c'était pour moi un challenge professionnel et personnel également, très intéressant et très motivant. Vous succédez à Dominique Young, qui lui-même avait succédé à Alain Villers. Donc depuis 1979, la rédaction en chef des DNA a été assumée par ces 2 personnes. Vous succédez à 2 Alsaciens. Est-ce que ça veut dire quelque chose dans la vie du journal ? Ça veut certainement dire quelque chose dans la vie du journal, je vais pas le nier. C'est une continuité historique qui est pas forcément facile à assumer. Après, je pense que ça traduit aussi une évolution de notre métier, de la presse. C'est-à-dire que moi, je suis un rédacteur en chef, je dirais un peu peut-être d'une école un peu différente. Je n'entends pas incarner les DNA comme on peut le faire Dominique ou Monsieur Oviller. Je me ressens plus comme un animateur et un patron de rédaction et quelqu'un qui va mener un projet avec toute la rédaction qui est implantée ici en Alsace et qui est fortement implantée. Donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, et ça c'est vraiment lié à la spécificité aujourd'hui des 2 titres, puisque je viens pour les DNA et pour l'Alsace, c'est qu'il y avait une volonté d'installer une rédaction en chef commune pour les 2 titres. Et je crois que le fait de venir chercher quelqu'un à l'extérieur de l'Alsace qui puisse un petit peu aussi réconcilier les deux titres qui ont été concurrents pendant des années, avec une concurrence parfois féroce, de cultures rédactionnelles très différentes. Voilà, je pense qu'il y a aussi un petit côté casque bleu dans le fait qu'on ait choisi quelqu'un qui ne soit pas justement alsacien. Dans quel état avez-vous trouvé les 2 rédactions en arrivant ? Un état... Alors, comment je pourrais qualifier ça ? C'est 2 rédactions qui ont vécu beaucoup de changements, voilà, quelques traumatismes, évidemment, récents, une histoire récente très, très agitée. Et moi, j'arrive à un moment, je dirais, où les choses sont en train de s'apaiser. Et c'est pas uniquement lié à moi, c'est déjà le cas depuis 2 ans, depuis que au niveau du groupe EBRA, c'est Philippe Carly qui a pris en main le pôle, la partie presse vraiment. Donc il y a une volonté, je dirais, d'apaisement, d'harmonisation, de prise en main des questions, qu'elles soient sociales, industrielles, éditoriales, de manière beaucoup plus sereine. Voilà. Avant, il y a une histoire un petit peu agitée, que ce soit au DNA et à l'Alsace, avec des décisions parfois un peu difficiles.
deux journaux qui ont une histoire complètement différente. Les DNA, c'est une institution ancienne qui a vécu des périodes très fastes, à la fois sur le plan économique et sur le plan de l'influence. Et cette période qu'on pourrait qualifier d'âge d'or est aujourd'hui évidemment terminée, comme pour la plupart des titres de presse traditionnels. L'Alsace a toujours été plus un challenger, avec toujours des difficultés économiques récurrentes, ce qui fait que c'est une rédaction qui a toujours appris à se débrouiller, à se battre. Voilà. Donc ce sont deux rédactions très différentes, avec des traumatismes et des envies qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais je le répète, une situation plutôt, je trouve, assez apaisée aujourd'hui. Voilà, en tout cas, je pense plus apaisée d'après ce que j'ai pu comprendre en parlant avec les uns, avec les autres, de ce qu'elle était il y a 1, 2, 3 ans. Donc on est plutôt sur une phase de reconstruction qui est engagée sur les deux. Lorsque EBRA, groupe Crédit Mutuel, est arrivé au capital des DNA et de l'Alsace, il y a eu on a parlé d'une hémorragie. Il y a eu une série de départs de journalistes par le système de la clause de cession, départs en retraite, en pré-retraite, qui n'ont pas été remplacés. Est-ce que les effectifs maintenant sont stabilisés? Oui, les effectifs sont stabilisés. À combien de cartes de presse? L'effectif est à 270. Sur les deux titres? Sur les deux titres, oui. Voilà. Et il va rester à ce niveau-là pendant les prochaines années. Alors, les deux titres ont cessé de se concurrencer. Des agences locales ont été, je ne sais pas si on dit mariées ou fusionnées, parce que je sais que vous faites une distinction entre le mariage et la fusion, entre les deux titres. La fusion, c'est quand l'un mange l'autre. Donc là, c'est pas le cas, puisque les deux titres vivent encore et continueront de vivre avec leur identité éditoriale propre. L'idée, c'est que effectivement qu'on unisse nos forces. Donc oui, je parlerai plutôt d'union que de fusion. Oui. Alors l'union des rédactions locales entre l'Alsace et les DNA est-elle achevée? Non, elle n'est pas achevée. Non, c'est un chantier qui est en cours et c'est un chantier qu'on va, je pense, accélérer cette année. Après, ce chantier n'a pas évidemment la même nature partout, puisque sur l'ensemble, sur les deux départements du Haut et Bas-Rhin, il y a des endroits où la concurrence n'existait pas. Dans tout le nord de l'Alsace, les DNA sont seuls, donc on a des agences exclusivement DNA, donc effectivement l'union n'a pas lieu d'être, puisque voilà. Mais l'union a quand même lieu d'être parce que j'aimerais que sur tout le territoire et dans toutes les agences, il y ait des façons de faire, des façons de travailler qui soient communes, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. J'aimerais aussi qu'il y ait des mouvements qui puissent se faire d'une agence à l'autre, voilà, qu'il y ait une culture de rédaction commune quand même qui s'installe, qui soit plus une culture, je dirais, dans l'approche professionnelle, dans la façon de travailler, dans l'organisation, et ensuite de garder sur le plan éditorial, c'est-à-dire sur les choix de sujets, la manière dont on les met en avant, de garder une spécificité entre les DNA et l'Alsace. Voilà. Il y a déjà une spécificité géographique, mais aussi une spécificité éditoriale, différence d'approche sur certains sujets. En termes de rapprochement entre les rédactions, est-ce que vous en êtes au même stade que les rédactions lorraines? Vosges Matin, l'Est républicain et le Républicain lorrain sont-ils plus intégrés ou moins intégrés que l'Alsace et les DNA? C'est très difficile à dire. Chacun a pris un chemin un peu différent. Je pense que nous sommes un peu en retard par rapport effectivement à ce qui se fait ailleurs dans le groupe EBRA, parce que ce mouvement de rapprochement est plus récent, puisque je suis le premier rédacteur en chef commun aux deux titres. Il y a déjà un rédacteur en chef sur le pôle, ce qu'on appelle le pôle ERV, donc le pôle Lorrain, Franche-Comté, Sébastien Georges, qui est là depuis, me semble-t-il, 3 ou 4 ans. C'est la même chose pour le Progrès, le journal de Saône-et-Loire et le bien public, et pour le Dauphiné Libéré depuis longtemps. Donc évidemment, c'est plus récent. Donc on peut considérer qu'on est effectivement un peu en retard par rapport au reste du groupe. En retard, ça veut dire qu'est-ce qu'il vous reste à rattraper par rapport à ses voisins lorrains en termes d'intégration? C'est de mettre en place cette organisation commune dans les agences, notamment dans les agences locales. C'est de mettre en place aussi un système, alors là je vais vraiment rentrer dans la technique, je ne suis pas sûr, mais un système d'édition bimédia qui nous permettent de traiter de manière satisfaisante en termes de qualité, en parallèle le web et le print, voilà, ce qui est pas forcément aujourd'hui le cas. Il y a des endroits encore, on a encore 2 canaux différents, avec des papiers qui peuvent être lus plusieurs fois, qui peuvent être édités de manière différente. Donc là, on a ce travail-là à faire, qui est un travail important, parce que ça concerne vraiment la production éditoriale et le circuit de la copie. Donc ce travail-là doit être achevé. Et parallèlement à ça, il y a ce qu'on appelle, là aussi je vais être un peu technique,
voilà, ce qu'on appelle l'organisation en unité géographique, c'est-à-dire de mettre en place pour chaque pôle, par territoire, justement des pôles d'édition délocalisés qui permettent d'être plus près du terrain dans la production éditoriale. Donc des desks relais ou des desks locaux? Exactement, des desks locaux. Des desks locaux. Sur quelle rédaction du coup? Sur l'ensemble des rédactions, enfin sur l'ensemble des rédactions. Sur quel pôle géographique? Sur Mulhouse, Colmar, Célestat? Exactement, oui. C'est Haguenau, Strasbourg, Célestat, Colmar, Mulhouse, oui. En termes de gouvernance, qu'est-ce que ça implique comme changement? Ça implique la mise en place d'une rédaction en chef unique, donc avec moi, mais aussi avec des adjoints, voilà, qui sont en cours de domination. Combien d'adjoints? 3 adjoints. Qu'est-ce qu'ils auront comme fonction territoriale ou thématique? Non, qui seront des fonctions thématiques. Voilà. Donc l'un qui sera plutôt sur la mise en place de ces unités géographiques, qui sera plutôt aussi sur le suivi de la qualité du journal papier, du print, sur l'organisation, sur la logistique, un qui sera plutôt orienté sur l'innovation et sur le numérique, et un dernier qui sera plutôt sur la diversification, les magazines, tout ce qui est opération extérieure, événementielle, voilà, des choses qu'on aimerait développer aujourd'hui au DNA, qui sont un petit peu qui existent, qui sont parcellaires, qui ne sont pas forcément bien mises en avant. Ils sont déjà désignés, ces adjoints? Ils sont désignés, oui. Ils se connaissent, vous pouvez dire de qui il s'agit? Non, je ne peux pas vous le dire, parce que c'est présenté cet après-midi au CSE. Au CSE, et ensuite... Puis ensuite, ça va être annoncé cette semaine, oui. Ouais. Donc ça sera présenté cet après-midi au CSE. Ouais. On n'aura pas l'exclusivité sur cette info. Non. En termes de projet éditorial, quel est votre projet éditorial pour l'Alsace, pour les DNA, et projet éditorial commun pour les deux titres? Alors, sur le projet éditorial, je vais être un petit peu allésif, parce que pour moi, c'est pas la priorité. C'est-à-dire que je considère que les deux titres ont aujourd'hui une qualité éditoriale qui est un très bon niveau. Il y a des choses qui existent et je pense qu'on peut continuer à vivre sur cette ligne éditoriale pendant quelques temps. La priorité, là, c'est vraiment de mettre en place dans un premier temps un projet d'organisation. Dans l'organisation, il y a quand même un petit peu d'éditorial et il y a notamment la volonté, ça c'est déjà quelque chose de très marqué, de proposer des formats plus longs, des formats d'enquête, d'avoir des sujets entre guillemets un peu plus magazine, voilà, avec une plus forte plus-value par rapport à l'information quotidienne classique. L'idée étant tout de suite d'être assez offensif, notamment sur le numérique, pour pouvoir aller conquérir des abonnés sur le numérique. C'est l'enjeu, évidemment, très partagé par tous les titres de presse, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Donc ça, on va le faire tout de suite, ce qui implique déjà une façon de travailler différente et une ligne éditoriale un peu différente, parce que ça implique de faire des choix, ça implique de mettre l'accent sur certains sujets et peut-être d'en délaisser d'autres. Donc voilà, donc des choix éditoriaux, on est déjà amené à en faire. Mais ça ne passe pas par un changement radical ni de la ligne éditoriale ni de la maquette, en tout cas pas pour le moment. On travaillera sur le projet éditorial dans un deuxième temps, notamment je pense sur les éditions locales, voilà, où je pense qu'il faut là aussi qu'on arrive à trouver des façons de traiter l'information locale qui soient peut-être un peu nouvelles et qui soient partagées. Qu'est-ce qu'on peut inventer dans la locale? Qu'est-ce qu'on peut inventer? Inventer peut-être pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à inventer. Je pense que c'est plus dans le traitement de l'information, dans la capacité de la suivre, dans le fait de mettre en avant des feuilletons, des personnages, voilà, peut-être d'avoir une capacité plus grande à raconter des histoires, voilà, plutôt qu'à chroniquer la vie quotidienne. Mais un feuilleton, vous en avez un en ce moment, c'est la création de la CEA, la collectivité sacré feuilleton, européenne d'Alsace. Ça devient un feuilleton, c'est un bon client. Comment est-ce que vous traitez ce sujet d'actu? Alors, on l'a traité de manière, dans un premier temps, la première question qu'on s'est posée, alors, on a fait toute une série, je ne sais pas si vous l'avez vu, juste dans la semaine précédant la création officielle de la CEA, donc la dernière semaine de l'année 2020. On a fait un feuilleton assez long qui racontait l'histoire politique de cette CEA et puis surtout qui mettait l'accent sur tout ce que ça pouvait changer concrètement dans la vie des Alsaciens. Donc on l'a traité comme une réalité de toute façon qui s'imposait à nous.
et finalement très peu sous l'angle politique. Voilà. Dès le départ, on ne s'est pas posé la question de savoir finalement qu'est-ce que ça allait faire. Est-ce que ça allait faire bouger les lignes sur le plan politique? Est-ce que ça avait une signification autre qu'institutionnelle? C'est qu'on avait un changement institutionnel et nous on l'a traité plutôt sous l'angle de qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Alsaciens. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que la CEA devient un enjeu politique très fort, voilà, bon, qui est évidemment lié à la fois à la préparation des régionales, mais même au-delà, hein, parce que quand on voit le Premier ministre qui s'en mêle, voilà, il y a tout un jeu là qui est en train de se mettre en place et qui, bizarrement, amène l'Alsace presque au centre du jeu politique national. Et puis surtout, on s'aperçoit aussi que, même sur le plan institutionnel, les changements que les Alsaciens peuvent espérer de cette CEA sont quand même conditionnés maintenant à un combat politique. Un exemple, hein, je pense qu'il y a une question qui est très sensible ici en Alsace, qui est la question de l'écotaxe. Du transit des poids lourds, voilà, des poids lourds de transit sur l'autoroute A35. Bon, cette question-là, la CEA, ça a toujours été un argument, je dirais, de dire que c'est la CEA qui allait la récupérer et que ça permettrait d'avoir une autonomie et donc de mettre en place une politique de régulation du trafic poids lourd sur l'autoroute. Bon, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, que la question est plus compliquée et que la CEA n'a pas forcément toutes les mains libres pour pouvoir le faire. Et donc voilà. Et je pense que cette question-là va se poser. Oui, parce que ça, par exemple, la question de l'écotaxe, je pense que c'est quelque chose qui va concerner le lecteur très directement. Enfin, on a tous l'occasion d'emprunter cette autoroute et certains jours, effectivement, le train des poids lourds, parfois, est un peu... Alors, on sait que c'est une autoroute qui est très accidentogène, il y a un problème d'environnement, enfin voilà, ça pose plein de problèmes. Ça rejoint aussi la question transfrontalière, puisque il y a la question du déséquilibre avec l'autoroute côté allemand, où il y a une taxe qui est payée, et ça concerne aussi la Lorraine, parce que si nous on met en place une taxe, il se peut que le trafic se reporte sur la 31 en Lorraine, et donc là, les Lorrains disent non, nous on veut pas. Bon voilà, donc toutes ces questions-là sont intéressantes. Moi ça m'intéresse plus, et je pense que c'est plus notre rôle d'expliquer ça au lecteur, que de chroniquer la bataille politique, même si elle est très intéressante et assez inattendue, je dois dire. Est-ce que les journalistes dans les médias locaux doivent défendre leur territoire, ou est-ce qu'ils doivent tenir une position avec un certain recul par rapport à leur territoire? Le journaliste doit toujours avoir un certain recul. Après, il doit parler à ses lecteurs. Il doit défendre aussi ses lecteurs. Quand je vous parlais de l'écotaxe, c'est une manière de défendre nos lecteurs. Voilà. Parce que je pense que si on fait un sondage pour les lecteurs, est-ce qu'il y a trop de poids lourds sur l'autoroute A35 ? Oui, il y a trop de poids lourds sur l'autoroute A35 et il faudrait trouver une solution. Et donc, il y a certaines causes qu'on doit épouser derrière nos lecteurs. Et après, réfléchir effectivement quel est le meilleur moyen d'aboutir à une solution sur tel ou tel sujet. La bataille du siège du Parlement européen est un autre exemple. C'est-à-dire que on la chronique, on la raconte, mais on la soutient, évidemment. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas le maintien du siège du Parlement à Strasbourg. Ça paraît compliqué quand on est les DNA. Quelle est la place de l'investigation dans les deux médias dont vous dirigez maintenant la rédaction ? La place de l'investigation, c'est toujours un très grand mot. Hein, c'est du journalisme, quoi. C'est du journalisme, oui. Voilà. Après, toute la question, c'est quelle latitude on donne aux journalistes pour la faire et jusqu'où il peut aller. Jusqu'où il peut aller. Et combien de temps vous pouvez libérer pour qu'un journaliste enquête sur un sujet de fond ? Tout le temps nécessaire, si on l'estime nécessaire. Non, je plaisante, mais oui, bien sûr, il y a des choix, il y a des choix qui doivent être faits. Voilà. Pour moi, l'investigation, c'est important. Et plus que l'investigation, je dirais, c'est notre capacité, ce que je disais, à traiter des sujets au long, à créer des feuilletons, à raconter des histoires et à aller jusqu'au bout de certaines enquêtes. Parmi les projets qu'on met en place et que je suis en train d'annoncer, justement, il y a la création d'une cellule qui serait dédiée à l'enquête et l'investigation pour les DNA et l'Alsace. Voilà. Commune, on ne parle pas du BIG à Paris, on parle pas on parle d'une cellule et qui serait vraiment sur des enquêtes au niveau régional, voilà, et qui vont aller du fait divers à l'environnement, à l'économie. Voilà. Avec combien de journalistes ? Je ne sais pas encore. Je pense que ce sera une cellule de 4-5 journalistes, ce qui est déjà pas mal. J'ai évoqué le BIG, on n'a pas défini ce que c'est. Le BIG, c'est votre bureau d'information générale, commun à tous les titres du groupe EBRA. Il se trouve à Paris, il fonctionne comme une agence de presse. Est-ce que vous êtes satisfait de ce fonctionnement ?
Oui, je suis satisfait avec ce fonctionnement. C'est un fonctionnement qui nous permet, qui a un énorme avantage et qui nous libère d'un certain nombre de tâches, voilà, qui n'étaient pas forcément des tâches à forte valeur ajoutée. Alors, évidemment, certains journalistes ici peuvent regretter parce qu'ils n'ont plus l'occasion de partir sur certains reportages, sur certains événements, ce qu'on faisait. Après, 80% de la couverture des informations générales dans les DNA et l'Alsace, c'était de la dépêche, c'était de la reprise de dépêche, du bâtonnage, de l'édition, donc c'était un travail d'édition qui était intéressant, mais qui ne permettait pas de faire les différences. Aujourd'hui, je trouve que c'est un fonctionnement qui est très adapté aux enjeux de la presse aujourd'hui. Aujourd'hui, pour un journal, et particulièrement pour un titre du PQR, l'accent doit être mis sur ce que lui sait faire et ce que d'autres ne peuvent pas faire. Voilà. Donc nous, ce que l'on sait faire et ce que d'autres ne peuvent pas faire, c'est évidemment traiter l'information régionale, c'est s'appuyer sur ce formidable réseau de reporters qu'on a sur tout le territoire. Voilà. Donc il y a aussi une formidable manière de capter, de faire remonter l'information, les tendances, de saisir la vie du territoire. Donc mais est-ce qu'ils ont le temps, les gens qui sont sur le terrain, de capter la vie? Ben oui, j'espère qu'ils ont le temps. Oui, ils ont le temps. Ils sont là en tout cas. Ils sont là pour le faire. Ils sont là pour le faire. Et quand je disais unir les forces des deux rédactions, c'est aussi ça l'objectif, c'est se dire que à deux on est plus fort que tout seul. Et donc ça permet aussi de répartir et d'avoir une couverture de terrain qui ne serait pas possible si les deux titres étaient restés seuls dans leur chacun dans leur coin. Ouais. Alors la concurrence, est-ce que vous sentez la concurrence? D'abord, est-ce qu'il y en a à vos yeux de la concurrence sur le terrain de l'information locale en Alsace? Oui, il y en a un petit peu, bien sûr. Il y en a un petit peu. Dans les années 80, il y avait le Nouvel Alsacien. Il y a eu des titres qui étaient positionnés sur le même créneau que les dernières nouvelles. Cette concurrence face à face n'existe plus. Par quoi a-t-elle été remplacée? Elle est remplacée, d'une part par les... Alors il y a les pure players, type Rue 89, voilà, qui sont sur un créneau sujet qui gratte, voilà, un peu thématique, qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes que nous, puisqu'ils peuvent choisir leur sujet, ils n'ont pas la charge ou le plaisir, mais pour moi c'est plutôt un plaisir d'offrir une information quotidienne à des lecteurs. C'est-à-dire que, mine de rien, faire ce journal quotidien tous les jours, toutes les éditions, etc., c'est une charge importante que les pure players sur Internet n'ont pas forcément, ce qui leur permet effectivement d'aller se mettre sur un sujet et puis de l'explorer, de le gratter jusqu'au bout. Donc parfois, effectivement, on peut considérer qu'ils sont plus grands parce que sur tel ou tel sujet, ils vont être en avance sur nous ou ils vont être meilleurs que nous parce qu'ils ont cette capacité à se concentrer sur un sujet avec un angle d'attaque qui est souvent très critique, très abrasif. Et voilà, ce qui leur donne effectivement parfois un avantage concurrentiel. Voilà, et sur l'actu, les radios, les télévisions? Et sur l'actu, les radios, les télévisions, bien sûr, oui, bien sûr. Mais on se retrouve tous en concurrence sur le numérique, évidemment. Est-ce que le groupe EBRA et donc les DNL Alsace ont des ambitions dans la télévision locale? Non. Non, pas sur la télévision locale. Par contre, ce que l'on a, vous le savez peut-être, au DNA et le groupe EBRA est très impliqué économiquement dans une filiale qui s'appelle Grand Est Info, qui est une filiale, une société de production audiovisuelle qui travaille beaucoup pour TF1, notamment pour le Trésor de Jean-Pierre Pernaut, qui se développe assez fortement, qui vient d'intégrer l'équivalent de cette société de production audiovisuelle à Lyon, voilà, et donc qui est basée à Strasbourg, qui est installée dans les locaux au-dessus des DNA. Mais c'est de la production audiovisuelle, c'est pas une chaîne de télévision. Et le fonctionnement que votre groupe a connu par le passé avec une filiale, Alsace 20, avant sa cession par EBRA, est-ce que ce système, cette organisation pourrait revenir dans vos cordes? Pas à ma connaissance, c'est pas en projet. Non, c'est pas en projet. J'ai pas connu cette période-là. Je crois que le Crédit Mutuel est impliqué dans Alsace, semble-t-il. En tout cas. Donc non, c'est pas du tout quelque chose. On a des très très bonnes relations avec Alsace 20. On fait certains événements et certaines opérations éditoriales avec cette chaîne. Mais non, on n'a pas de projet de rapprochement au-delà de ces bonnes relations. Est-ce que vous avez des ambitions sur l'info transfrontalière? Vous avez lancé ce matin le supplément Rheinblick. Oui, absolument, oui, qui est là. Oui, qui est un supplément hebdomadaire qui remplace l'édition bilingue, puisqu'il y avait
jusqu'au printemps dernier une édition bilingue. Qu'on appelait l'édition bleue. L'édition bleue, qu'on appelait la bleue, voilà, et qui était diffusée par abonnement. L'édition bleue a perdu ses lecteurs, parce que c'est un lectorat vieillissant. Non, elle n'a pas perdu ses lecteurs, parce que, si, elle a perdu ses lecteurs au fil des ans, parce qu'on était, quand ça s'est arrêté, il y avait, je crois, encore 8000 abonnés, hein, ce qui est finalement assez peu, mais bon, mais 8000 abonnés très fidèles et très et importants. Non, ça s'est arrêté tout simplement parce qu'on n'arrivait plus à l'imprimer pendant la crise sanitaire, puisque c'était imprimé avant le journal avec une équipe supplémentaire rotative et que les arrêts, le fait qu'on n'ait pas pu avoir des effectifs complets au début de la crise sanitaire font qu'on n'a pas pu faire fonctionner les deux rotatives en même temps. Donc on l'a arrêté. On s'est aperçu à cette occasion que économiquement c'était très très peu rentable, voire même très très largement déficitaire et coûteux. Mais on s'est aperçu aussi en l'arrêtant, par le courrier qu'on a reçu, par les réactions des élus régionaux, des élus locaux, que c'était quelque chose de symboliquement très important et de culturellement très important pour l'Alsace. Et donc on a réfléchi à une manière de le faire renaître, voilà, et sous une autre forme, qui est donc Rheinblick, qui est un magazine hebdomadaire qui sera diffusé à ses mêmes abonnés, qui fait 20 pages, qui est composé de reportages originaux, alors que l'édition précédente était quotidienne et était essentiellement constituée de dépêches d'agence, donc avec une valeur ajoutée assez faible, puisque pour ceux qui regardaient la télévision allemande, ils avaient grosso modo les mêmes infos. Là, on a des sujets vraiment originaux et qui sont vraiment centrés, ce qui n'était pas forcément le cas aussi dans l'édition bleue, qui sont vraiment centrés sur la vie transfrontalière. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une communauté, je dirais, d'information à travers la langue allemande, qui est partagée des deux côtés du Rhin, des trois côtés même, puisqu'il y a aussi la Suisse qui est dans notre périmètre. Et c'est vraiment de raconter tout ce qui relie ces trois territoires, quoi, l'Allemagne, l'Alsace, la Suisse, à la fois sur le plan économique, culturel. Politique aussi. Oui, pourquoi pas politique. Oui, qui sont les rédacteurs des articles qui paraissent dans Rheinblick ? Les rédacteurs sont des journalistes des DNA et de l'Alsace. Est-ce que vous avez mis en place un partenariat avec les médias allemands ? Pas encore, mais ça va être j'espère, bientôt le cas. Voilà. Le partenaire serait la Badische Zeitung Oui, la Badische Zeitung, également un journal à Ludwigshafen et peut-être aussi dans la Sarre. Ouais. On va organiser prochainement une rencontre avec les rédacteurs en chef des journaux pour leur présenter et puis pour voir effectivement ce qu'on peut mettre en place avec eux, peut-être sur une forme de bourse d'échange de sujets, enfin voilà, effectivement des partenariats pour créer quelque chose et pourquoi pas faire grandir ce projet. Revenons à une question économique. La presse quotidienne régionale en France en général perd du lectorat, c'est lié au vieillissement. Elle essaie de remplacer ce lectorat par de l'abonnement web. Où est-ce que vous en êtes en ce moment dans le croisement ou dans l'infléchissement des deux courbes? Est-ce que vous arrivez à remplacer un abonnement papier par un abonnement web? Où est-ce que vous en êtes? Alors on arrive quasiment à le faire, ouais. Maintenant, on arrive quasiment à le faire. En termes de nombre d'abonnés, oui. Alors, économiquement, c'est pas la même chose parce que c'est pas le même prix. Non, c'est pas le même prix et qu'un abonné numérique rapporte beaucoup moins. Hein. Je suis pas un grand spécialiste des chiffres, mais je crois que c'est de l'ordre de 10 fois moins qu'un abonné papier. Donc pour remplacer économiquement un abonné print qui s'en va, il faudrait 10 abonnés numériques. Donc on est assez loin de ce taux pour l'instant. D'où la nécessité de faire un effort éditorial qui permette d'aller chercher ces abonnés numériques, ce que certains titres, alors plutôt nationaux, commencent à savoir faire. Mais Sud-Ouest le fait depuis longtemps, le Télégramme le fait depuis longtemps. Pourquoi les dernières nouvelles d'Alsace ne l'ont-elles pas fait plus tôt ? Question d'organisation, question de choix, question aussi de modèle économique. L'Alsace et les DNA ont cette particularité d'être des journaux d'abonnés, voilà, avec des abonnés qui sont très fidèles, qui diminuent certes, mais pas très vite, voilà, et en tout cas pas si vite que les taux de décroissance qu'on peut subir d'autres titres de PQR, dont certains avaient une diffusion qui était beaucoup plus sensible aux variations de la vente au numéro. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que la mutation a peut-être pris un peu de retard. Mais l'Alsace, les DNA... On a aujourd'hui au DNA Alsace une situation qui est économiquement
pas simple, c'est-à-dire voilà, ce ne sont pas des journaux qui sont très 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 rentables, mais qui n'est pas non plus catastrophique. Vous voyez, c'est parce qu'on a effectivement ce matelas d'abonnés fidèles qui permet de pas être dans une situation d'urgence absolue. Voilà. Les DNA ont été précurseurs sur le web avec la filiale SDV à la fin des années 90. Qu'est-ce qu'on vous a raconté? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ah, alors je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là, mais vous étiez... qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, vous savez, après sur le... Oui, moi je peux vous raconter ce que j'ai vu ailleurs aussi, hein, parce que l'histoire, je pense qu'elle a été un peu la même pour tout le monde. C'est que sur le web, il y a tout de suite un mauvais biais qui a été pris par la presse, qui est de partir sur un modèle tout gratuit dès le départ. C'est-à-dire on dit on va mettre notre info sur le web gratuitement, et voilà, sachant qu'il y avait derrière ça l'idée que bon, de toute façon le web c'était un gadget et que ça prendrait jamais le pas sur le journal papier, que ce serait plus un complément, voilà, un service en plus qu'on offrait. Ce qui a été une erreur gravissime. Pendant des années, on a effectivement habitué le lecteur à avoir accès à l'info gratuite. Les générations plus jeunes sont arrivées et se sont accoutumées à ça. Et donc, première chose, c'est difficile ensuite de faire marche arrière. Pour faire marche arrière, il a fallu mettre des moyens considérables. Voilà, il y a aujourd'hui deux titres de presse historiques qui s'en sortent plutôt mieux que les autres sur le numérique, qui sont Le Figaro et Le Monde. Le Figaro l'a fait en dépensant beaucoup d'argent, en achetant tout un tas de sites internet très rentables, petites annonces immobilières, annonces d'emploi, enfin voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à bâtir un écosystème économiquement fort. Et Le Monde l'a fait en investissant beaucoup sur l'éditorial, en recrutant des journalistes, en recrutant aussi beaucoup de moyens techniques, ce qui lui a permis de mettre en place une offre numérique très très qualitative. Voilà, ce qui est un modèle qui lui permet aussi aujourd'hui d'avoir une croissance très rapide de ses abonnés numériques, mais qui à ce jour n'est toujours pas économiquement équilibré. Et puis il y a la grande majorité des titres, c'était le cas, ça a été le cas du Parisien d'où je viens, ça a été le cas de l'Équipe où je suis passé aussi. On laissait, je dirais, les choses un petit peu en l'état, ont investi insuffisamment et de manière très prudente sur le sujet, et se sont retrouvés à un moment sur une situation de dire on n'a plus le choix et là il faut y aller. Et ils n'ont pu y aller que ceux qui avaient les moyens de le faire. Voilà. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que tant que le groupe EBRA n'était pas constitué, qu'il n'y avait pas une volonté, l'arrivée de Philippe Carli a été de ce point de vue décisive, de créer vraiment une dynamique de groupe. Aujourd'hui, le groupe EBRA est le premier groupe de presse régionale en France en termes d'exemplaires vendus. On est devant Ouest France. On est devant Ouest France. Tant qu'il n'y avait pas cette dynamique-là, c'était difficile. Aujourd'hui, on a les moyens d'avancer parce qu'il y a derrière ça, il faut des moyens techniques, des moyens d'études. Il y a quelque chose qui est très important sur le numérique, c'est ce qu'on appelle le parcours client, c'est-à-dire voilà, comment on s'abonne, est-ce que c'est simple, comment on va toucher le futur lecteur, comment on arrive à le séduire, l'accrocher, le fidéliser. Ça passe aussi par des notions techniques très fortes, voilà, le temps de chargement des pages, enfin voilà, toutes ces notions techniques-là qui étaient pour la plupart des titres de presse traditionnels, il y a 10 ans, personne ne savait faire ça dans la presse. Voilà. Donc ça a été très très vite. Chez EBRA, tout est en place sur la technique. Il y a eu la création d'EBRA Service au mois de janvier cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Alors EBRA Service est une filiale commune effectivement à tous les titres EBRA qui prend en charge... alors pas les parties de développement informatique, tout ça c'est maintenant géré par une autre filiale qui s'appelle Euro Information, qui est une filiale du Crédit Mutuel et qui se charge de ça. EBRA Service regroupe plus les métiers qui sont dans l'entour, ce qu'on appelait la pré-presse, c'est-à-dire le traitement des publicités, la construction des chemins de fer, des parties graphiques aussi, par exemple sur les magazines. Enfin voilà. Donc ça c'est mutualisé maintenant effectivement au niveau du groupe. Et c'est basé où ? À Houdemont. Au siège de l'Est républicain. C'est basé, alors la direction effectivement des bras services est à Houdemont, mais il y a dans chaque pôle des antennes délocalisées. Il y a des gens des bras services qui sont ici à Strasbourg, il y en a d'autres à Mulhouse, voilà, qui sont installés ici. Est-ce que vous allez être un rédacteur en chef de terrain ? Est-ce que vous allez vous déplacer, partir en enquête, en reportage ? Non, je ne vais pas écrire, c'est ça que vous dire. Mais de terrain, oui, parce que je vais aller souvent dans les agences et je vais aller rencontrer à la fois les journalistes, mais aussi les élus locaux. Les acteurs locaux, voilà, ça c'est important pour moi de sentir les choses. Écrire, non, voilà. Ça va pas vous manquer ?
Bon, ça ferait longtemps que ça me manquerait, ça me manque depuis 17 ans. Non, je suis passé à autre chose, voilà. Je suis passé à autre chose et je le fais à fond. Voilà, et maintenant, mon plaisir, c'est de faire travailler les journalistes, de contribuer à leur épanouissement, de leur donner les meilleures conditions possibles pour travailler, de leur donner les directives, de leur transmettre mon savoir-faire, si j'en ai encore un, mais je pense que oui. Et vous aviez une forte sensibilité aux faits divers. Ouais. Vous avez écrit un livre sur l'affaire Bertrand Cantat, un livre sur les tueurs en série. Vous avez gardé cette sensibilité ? Je m'intéresse toujours beaucoup aux faits divers, mais pas que. Voilà, j'en suis un peu sorti. Vous en êtes sorti ? Oui. Comment est-ce que vous avez regardé la crise sociale qu'a connue le journal L'Équipe, votre ancien employeur, au début du mois de janvier ? Alors c'est une crise, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a derrière ça un problème de modèle et de structure économique. L'équipe a cette caractéristique d'être quasiment le dernier titre de presse en France à être la propriété d'un groupe familial, qui est le groupe Amaury. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça, c'est-à-dire que l'équipe a un problème d'investissement, de gestion. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a un moment où pour que les choses se mettent en place, il faut pouvoir investir sur le long terme. Et ce qui se passe avec le groupe Amaury, c'est que son modèle économique repose beaucoup sur l'organisation des grands événements sportifs, le Tour de France, le Paris-Dakar, que cette activité-là a aussi connu des difficultés cette année, et que là on est dans une logique de gestion finalement très rude, et que comme c'est un groupe qui a un périmètre événements sportifs presque pas très large. Bon, voilà, manque de fonds propres. C'est un petit peu. Je suis pas sûr que ce soit un manque de fonds propres. C'est une gestion familiale. Voilà, c'est une gestion familiale qui à un moment trouve ses limites dans le contexte actuel, qui est économiquement dur pour tout le monde, et donc qui révèle les faiblesses des uns et des autres. Mais il y a eu un gros malaise dans la rédaction parmi les journalistes. Il y a eu des départs quasiment contraints. Non, il n'y a pas eu de départ contraint, pas pour l'instant. Ce qui s'est passé, si mes informations sont bonnes, je ne suis plus là-bas, c'est qu'il y a eu une première proposition d'accord de la direction du journal. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des accords qui disent, voilà, si vous renoncez à tant de semaines de congés payés, à une partie de votre rémunération, on évitera un PSE. Cet accord n'a pas été signé, un accord de compétitivité, voilà. Cet accord n'a pas été signé, donc on est arrivé au PSE, et là, au moment du PSE, ça coince, parce qu'effectivement, le PSE, à l'arrivée, est probablement plus large que ce qui était imaginé au départ par la rédaction, et que ça semblait pas acceptable par la rédaction. Réduction des effectifs, en fait. Oui, réduction des effectifs, oui. Aux dernières nouvelles d'Alsace et à l'Alsace, est-ce que ces deux titres vont de nouveau recruter ? Alors, non, on ne va pas augmenter les effectifs. Voilà, si c'est la question, comme je l'ai dit, on va rester sur des effectifs stables. Voilà, l'idée c'est de travailler sur cette base stable. On va recruter, oui, s'il y a des départs que l'on remplace. Ce sera aussi peut-être l'occasion de faire entrer dans le journal des compétences qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, notamment sur le numérique. Donc oui, il y aura des recrutements, mais il n'y aura pas d'augmentation des effectifs. Des recrutements qui seront des remplacements, voilà, de départ en retraite ou de départ volontaire, enfin, voilà, mais il n'y aura pas d'augmentation des effectifs. Est-ce que vous avez l'intention d'enseigner le journalisme ? Je l'ai déjà fait, mais je suis pas sûr d'avoir le temps de le refaire. Mais pourquoi pas, oui, ça me... Voilà. Là, je suis occupé à autre chose. Mais... Vous êtes occupé en interne. Est-ce que vous avez déjà rencontré tous les journalistes de la rédaction, de vos deux rédactions ? Non, je pense pas. Mais je pense qu'à aller... si, peut-être si. Après, il y a le problème de la... Je pense qu'en temps normal, j'aurais rencontré tout le monde, parce que j'ai été dans toutes les agences, j'ai fait des réunions dans tous les services. Après, le fait que de la crise sanitaire, je fais beaucoup de réunions par Skype, donc avec des gens qui m'ont peut-être vu, moi, parce que j'avais la caméra, mais que je n'ai pas vu et que je n'ai pas forcément entendu parce qu'ils n'ont pas forcément pris la parole. Donc non, je ne pourrais pas assurer que j'ai rencontré tout le monde, même si on a la chance, nous, de pouvoir, grâce à la configuration du journal, la configuration des agences, de pouvoir garder une vraie vie de rédaction. C'est-à-dire qu'on a du télétravail, évidemment, un petit peu, mais on arrive quand même à se voir pas mal et à avoir garder un lien humain. Voilà, donc ça c'est important. Non, je pense que j'ai pas vu tout le monde, mais j'ai vu, je pense, 95% des membres de la rédaction. Certains journalistes des dernières nouvelles d'Alsace que je connais m'ont dit, moi, Vézard, je ne connais pas.
C'est vrai? Ouais, bah ils sont peut-être, je sais pas, il faudra me dire qui, je vais aller voir. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, franchement. Mais bon. Ils ne vous connaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas le style que vous souhaitez donner, impulser dans cette rédaction. D'accord, oui, mais alors ça c'est possible, hein, parce que j'ai pas encore, là les premières annonces, je suis en train de les faire. Moi je suis arrivé au mois de septembre et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 mois de découverte, d'exploration, de rencontre avec la rédaction pour la comprendre. Hein. Voilà, et pour comprendre. Et voilà, et le style il va s'imprimer, je dirais, au fur et à mesure et en fonction de ça. Et puis moi je considère, ce que je dis au départ, je considère pas que j'ai... ce ne sont pas mes journaux, quoi, voilà. Je viens pour diriger les journaux, mais je ne viens pas pour les façonner à mon image. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, ça. Les 2 précédents rédacteurs en chef ont eu des carrières longues à la rédaction en chef des dernières nouvelles d'Alsace, 79-2020 avec 2 rédacteurs en chef. Est-ce que vous avez l'intention de durer aussi longtemps? Oui. Vous êtes parti jusqu'à la retraite? Oui, pourquoi pas, ouais. Est-ce que sous votre rédaction en chef... Si on veut bien de moi, oui. Est-ce que sous votre rédaction en chef va naître un journal unique qui intégrera l'Alsace et les dernières nouvelles d'Alsace et qui s'appellerait Est en aucun cas. Matin, Ouest... Non, en aucun cas. Non. C'est pas la feuille de route qui m'a été donnée, c'est pas la feuille de route que j'ai envie de défendre. Non, et puis je crois que la diversité est importante, même si vous aimez bien aller un peu factice cette diversité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles qui sont partagés, mais je pense que l'attachement à l'un ou l'autre titre sont des choses qui ne sont pas tellement négociables par nos lecteurs. Voilà. Et que chacun sa perception, sa tradition, son implantation géographique aussi. Je pense que ce serait une grave erreur de les fusionner. Le lien historique, affectif est très très fort ici. Mais il y a déjà eu des suppressions de titres. Il y a eu le journal Le Pays qui a absolument, oui, absolument. C'était une erreur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, franchement, non, j'étais pas là. C'est pas une décision qui a été prise. Je sais que il y a un certain nombre de journalistes de l'Alsace qui étaient au Pays à l'époque, qui ont vécu ça de manière un peu douloureuse. Mais est-ce que c'était une erreur? Il faudrait regarder aujourd'hui ce que l'implantation de l'Est républicain aujourd'hui à Belfort. Je ne sais pas. C'était une erreur. Si des lecteurs sont partis, oui, c'était une erreur. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. À Marseille, la fusion, je crois, de la Provence et de la Marseillaise, qui étaient 2 titres politiquement opposés, a abouti à moins 30% de lecteurs. Oui, c'est pas la Provence et la Marseillaise, c'est la Marseillaise d'édition, c'est la Provence et... Méridional. Le Méridional, pardon, voilà. Le Méridional. Provence et Méridional, moins 30%. Oui, ça c'est un exemple, oui, bien sûr. Oui, mais je pense que ça... Potentiellement, je pense que ce serait le même... si aujourd'hui on décidait de faire ça ici, ce serait la même chose. Est-ce que ce sera encore le cas dans 15 ans? Je ne sais pas, mais je pense que... oui, je pense que c'est quelque chose qui est installé dans le temps pour très longtemps. Et là, l'organisation que je mets en place et le projet que je mets en place est basé sur l'existence des 2 titres. Voilà. Et sur on va faire en sorte de cultiver leur spécificité, qu'elles soient géographiques ou éditoriales, voilà, avec des éditos différents, des choix de une différents, des pages régions qui seront aussi différenciées, un traitement du sport qui n'est pas le même, des choix d'hierarchisation sur le numérique qui ne seront pas forcément les mêmes pour l'Alsace et pour les DNR. Sur le circuit de la copie, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure avec la mise en place des desks. Est-ce que vous allez renforcer les effectifs de ce qu'on appelait dans le temps les secrétaires de rédaction ou les éditeurs? Alors, il y a plus, on parle de deskers chez nous. Deskers. C'est pas très très beau, mais c'est le mot utilisé. Alors, renforcer les effectifs, oui. Enfin, on va mettre en place les équipes. Là, je peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas encore fait les évaluations précises. On a déjà des grosses équipes de deskers parce qu'ils sont à la fois print et numérique. Alors il y en a qui ne font que le print et d'autres qui font que le numérique, puis d'autres qui font les deux. Mais on a déjà pas mal de journalistes qui se consacrent à l'édition. Hein. Donc les renforcer, je ne sais pas. J'ai pas encore fait l'évaluation précise des forces en présence là-dessus. Voilà. Mais on va mettre en place en tout cas des desks qui soient précisément identifiés. Et puis il y a un autre, là encore ça va être
très technique ce que je vais vous dire, mais on a en fonction des agences, notamment locales, il y a des endroits où les reporters font encore leurs pages eux-mêmes, et d'autres où ils font certaines pages, et puis d'autres où ils les font parfois, puis pas. Bon voilà, il y a un système qui est encore très disséminé et très hétéroclite. Mais ça c'est précis, c'est technique, mais ça nous intéresse parce que ça impacte le quotidien du travail des confrères. Et quand je vous demandais tout à l'heure si les localiers, en dehors de Strasbourg, si les localiers ont encore le temps d'aller sur le terrain. Oui, l'objectif. La réponse est liée à ça. L'objectif le projet d'organisation, ce qu'on appelle les unités géographiques, c'est de séparer nettement la fonction justement d'édition et la fonction de reportage. Moi, mon objectif, que je vous dis, c'est de mettre en valeur ce que nous seuls savons faire. Ce que l'on sait faire, c'est évidemment ce reportage sur le terrain, cette implantation locale. Donc moi, mon objectif, c'est qu'il y ait le plus de monde possible sur le terrain. Voilà. Et qu'il y ait des journalistes qui ne fassent que du reportage. Voilà. Et d'autres qui soient des spécialistes de l'édition, parce que l'édition, c'est la manière d'amener évidemment l'info et notre travail jusqu'au lecteur, et ça, c'est également essentiel. Mais voilà, mais que ces deux métiers soient plus nettement séparés, de manière à ce qu'effectivement, on ait cette capacité à être présent beaucoup plus sur le terrain. Sur une même journée, un journaliste doit faire son reportage le matin, puis faire ses pages. L'éditer, oui. Voilà, ça veut dire qu'à partir du moment où il rentre à l'agence et qu'il commence à faire ses pages, entre 18h et 20h, il doit faire, et 21h, il doit faire ses pages, les envoyer. Et qu'est-ce qu'il fait s'il se passe quelque chose dehors? Voilà, c'est souvent compliqué. Alors, la routine, ils sont parfois capables de sortir, de revenir et tout ça, mais bon, c'est vraiment des conditions de travail qui sont pas forcément idéales. Alors une dernière question, est-ce qu'il y a des questions du public, François? D'abord, il y a beaucoup de monde qui nous suit. Oui. Ça fait très plaisir. Et donc, quels sont vos projets pour le pôle numérique des DNA à l'Alsace? Comment allez-vous procéder pour développer l'offre numérique? Première question. Il y a également une question sur le retour. Est-ce que vous allez remettre en scène l'invité de la semaine? Parce que les gens aimaient beaucoup apparemment l'invité de la semaine. Également, quel avenir pour le pôle photo? Est-ce qu'il y aura toujours des photographes DNA? Est-ce qu'il y aura un pôle photo? Et également une question sur est-ce que vous allez remettre en avant le cahier culture, comme autrefois, un reflet DNA qui était spécialisé pour la culture. Voilà. Je viens d'avoir une question de Bénédicte Fimobio. Dans la même veine que la création d'une cellule d'investigation, celle d'un pôle de journalistes français et allemands en partenariat avec les journaux d'Outre-Rhin est-elle envisagée pour Rheinblick? Les DNA à l'Alsace n'auraient-elles pas une carte à jouer pour incarner la coopération transfrontalière, un concept trop institutionnel à mon goût, qui hélas ne raconte pas assez d'histoire? Des questions très précises. Oui. Donc voilà. Merci. Commençons par la première sur l'offre numérique. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour développer cette offre numérique? Vous parliez des nouveaux formats au début de notre entretien. Alors il y a plusieurs choses qui sont en cours. À partir du 1er février, la semaine prochaine, le 2 février, on est en train de revoir complètement notre newsletter du matin pour qu'elle soit beaucoup plus éditorialisée, qu'elle mette en avant justement des contenus à forte plus-value. Aujourd'hui, on a une newsletter un peu, pas automatisée, mais qui est une compilation en fait de sujets d'actu. Là, on va essayer de la faire un peu plus magazine, de la travailler plus, d'avoir un édito de présentation, d'avoir un ton, etc. Ça, c'est une première chose. On a commencé ça, on a mis un coup de boost assez fort là, à partir de novembre, à partir entre guillemets, du reconfinement, de développer des formats, des longs formats et des formats un peu originaux sur le numérique. C'est déjà le cas? Oui, c'est déjà le cas. Ouais, c'est déjà le cas. Vous pouvez regarder, on a fait des séries sur les tournages en Alsace, des séries très magazines, mais mais qui sont très agréable à lire, très agréable à voir. Donc pour l'instant, voilà, ce sont des tests. On les fait, on en a mis une partie en gratuit et puis une partie en payant pour voir justement comment ça réagissait. Mais l'idée, c'est vraiment de diversifier. L'idée, c'est évidemment de sortir. On a aujourd'hui sur le site, le flux de l'actu, le flux de l'actu quotidien. On a des sujets Alsace, DNA, qui sont des sujets un peu plus fouillés et spécifiques. Donc ça, évidemment. Et je pense qu'il faut qu'on ait évidemment une troisième couche qui sont des formats longs, des vidéos peut-être aussi un peu plus longues, des testings, des infographies, du data journalisme, voilà, toutes ces choses-là. Donc, dans l'organisation aussi que je mets en place, on va créer un labo d'innovation numérique qui sera en charge de mettre en place ces nouveaux formats. Des podcasts également. Qui sera aux manettes de ce labo? Alors ça, je peux vous laisser Emmanuel Viau,
qui est aujourd'hui ancien patron qui est un Québécois, exilé en Alsace depuis longtemps, qui était le patron de l'édition de Saverne et qui est maintenant au numérique à la rédaction. Alors la deuxième question, l'invité de la semaine, c'était une rubrique récurrente. Est-ce qu'elle va revenir ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas si elle reviendra sous cette forme, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y a eu, je pense aussi, là aussi, alors, plus au DNA, à l'Alsace, il y a des rubriques comme ça qui existent, il y a l'Alsacien de la semaine, il y a toujours des petites choses. Tout ça, c'était un petit peu, effectivement, effiloché un petit peu au DNA. Et donc ça, c'est des choses, effectivement, que je voudrais mettre en place. Je voudrais aussi qu'on fasse aussi plus d'interviews, de rencontres. Voilà, on a fait la semaine dernière, on a invité Jeanne Barségan, Pierre Ims et Daniel Dambar au journal pour expliquer un petit peu le projet de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole, ce qui n'avait pas été le cas depuis le début. On en a fait un petit événement. Voilà. Ça donne de la production vidéo, c'est ça qui est intéressant. On a fait de la vidéo, on a préparé ça, de manière très, très spécifique. Donc j'aimerais aussi que les DNA redeviennent aussi un lieu de rencontre et d'échange, et un lieu d'intermédiation avec nos lecteurs. Voilà. Ouais. La troisième question posée, c'était l'avenir du pôle photo. Oui, alors il n'est pas du tout remis en cause. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est de faire ce que les autres ne savent pas faire. Voilà, donc des photographes ici, on a effectivement un staff photo au DNA Alsace. Ce staff photo va être maintenu. On en a besoin, voilà, on en a tout simplement besoin. Et ils sont combien ? Aujourd'hui, ils sont, alors si j'inclus les pigistes réguliers, ils sont 10 sur les deux titres. Voilà, donc on va essayer de le maintenir dans ce périmètre. On en a besoin, parce qu'on en a besoin pour, là aussi, pour monter des formats, des grands formats. On a besoin d'avoir des bons reporters photos, des bonnes images. On doit faire des diaporamas, on a davantage besoin d'images aujourd'hui qu'il y a 10 ans presque. Mais vous parliez de la vidéo. Ouais. Vous avez donné l'exemple des interviews vidéo des élus strasbourgeoises. Qui sont les techniciens derrière ces vidéos ? Qui sont les journalistes techniciens derrière ces vidéos ? Ce sont des journalistes qui font de la vidéo aussi, alors certains photographes font également de la vidéo, pas forcément tous, ils ne sont pas forcément à l'aise avec le support, avec le montage, donc c'est pas du tout une obligation, mais on a des journalistes qui sont spécialisés vidéo, hein. Il y en a 3, on a un monteur également, on a 2 monteurs et 2 journalistes vidéo, donc on a quand même des capacités de production. La quatrième question portait sur le cahier culture, l'ex-supplément Reflet DNA. Ouais. Est-ce que ça, c'est un revival des Reflets DNA ? Non, ça n'a rien à voir. Non, le Reflet DNA, c'était vraiment effectivement un supplément culture. Alors, il ne va pas revenir sous la forme Reflet DNA, il va revenir sous une autre forme qui s'appellera Pour sortir, qui sera plus sous forme de guide de sortie, avec un volet également numérique, avec une application dédiée qui existe toujours, mais qui a été vraiment un peu mise en sommeil, parce que tout ça s'est fracassé sur la crise du Covid, évidemment, et sur l'arrêt quasi total de la vie culturelle et sociale. Donc on a arrêté, mais dès que les choses reprennent, on va relancer ça se traduira par cette application et par un rendez-vous hebdomadaire dans le journal qui sera intégré cette fois-ci au DNA à l'Alsace. Voilà. Est-ce que Pour sortir, il y aura de la production journalistique, des reportages, des enquêtes, des interviews ? On sera sur du guide et ce sera de la production journalistique, mais on sera plus sur de la critique ou de la présentation. Ouais. C'était le cas de Reflet. Oui, mais on sera sur une approche moins magazine et plus guide que Reflet. Voilà. Et la dernière question, elle était super intéressante. Elle portait sur la création éventuelle d'un pôle franco-allemand de journalistes qui serait, entre autres, destiné à produire des papiers pour Rheinblick. Est-ce que vous envisagez cela ? C'est un super projet, c'est ce que je vous dis. C'est là, on va organiser une fois qu'on aura fait 3-4 numéros de Rheinblick, on va aller voir effectivement nos confrères allemands pour leur faire voir et puis pour essayer d'aller plus loin. Donc ça peut passer. Pour moi, ça passera dans un premier temps par, je le répète, plutôt par une bourse d'échange de sujets. On peut s'échanger des sujets, mais pourquoi pas après si ça fonctionne et si on s'aperçoit qu'il y a une demande et un grand appétit pour un traitement en allemand de la vie transfrontalière, oui, on peut créer une rédaction commune, partagée. Pourquoi pas, ça peut être une option intéressante, ce serait formidable. Dans l'état actuel, la couverture de l'actu transfrontalière des DNA, comment est-ce que vous la jugez d'abord ?
qu'elle est suffisante? On l'a fait. Non, elle n'était pas forcément suffisante. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que naturellement, Rheinblick permet d'aller chercher des sujets parce qu'on le fait en allemand et parce que naturellement, on se tourne beaucoup plus vers la frontière ou vers les échanges entre nos trois pays. Donc ça permet de faire remonter des sujets effectivement qu'on ne traitait pas de manière systématique. Voilà. Donc on le traitait on traitait l'actualité frontalière du point de vue alsacien, mais pas forcément effectivement avec ce regard tripartite. Voilà. Il y a un gros souci en ce moment sur les questions que se posent vos lecteurs concernant la fermeture des frontières. Ouais. Je sais que vous avez une couverture régulière de cette question-là. Oui. Vous comptez aller plus loin? On va déjà assez loin. On chronique cela quasiment au quotidien. On a la chance aussi d'avoir des journalistes qui vivent en Allemagne. Donc, l'un qui participe beaucoup à Rheinblick, qui vit à Fribourg et qui régulièrement effectivement raconte un petit peu ce qui se passe et ce qui se passe côté allemand, les réflexions sur la manière de gérer la frontière et de gérer cette crise sur le plan de la relation avec l'Alsace, ce qui est pas simple, pour arriver à des situations absurdes, avec des autorisations de 24 heures, il faut aller faire les courses, voilà, c'est devenu un petit peu, parfois un peu ubuesque. Du coup, ces articles font beaucoup de clics sur le web. Ça marche très bien, ça marche bien. Ça marche bien. Mais je pense qu'on va, on est sur le coup. Voilà, c'est un sujet évidemment qui est important, qui est très important. Dernier point, est-ce qu'il y a encore des questions, François? Il y a de commentaires positifs sur les réseaux sociaux et sur notre live, sur Rheinblick. Beaucoup de gens à soutenir absolument l'originalité du format, de ça. Il y a beaucoup de remarques très positives sur Rheinblick. Non, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Oui, vous êtes arrivé à Strasbourg fin septembre ou début octobre l'année dernière. Vous avez fait une tournée pour faire connaissance à la fois des journalistes et des élus locaux de l'écosystème strasbourgeois. Dites-moi une chose qui vous a marqué, à laquelle vous ne vous attendiez pas en Alsace. Je vais revenir, ça va être. Je vais vous raconter une anecdote qui a un rapport direct avec ce que vous venez de raconter sur la frontière. Une de mes premières visites d'agent, c'était à Wissembourg, et c'était le jour où, alors je ne sais plus si c'est France Bleu ou France 3, a annoncé le matin la fermeture de la frontière allemande. Et quand je suis arrivé à Wissembourg, en fait, le téléphone sonnait sans cesse. Ouais. Et en fait, c'était des lecteurs, des abonnés des DNA qui appelaient pour savoir si c'était bien vrai que la frontière allemande allait fermer. Voilà. Donc ils appelaient pas la préfecture, ils appelaient pas la mairie, ils appelaient les DNA. Pour vérifier chez vous. Ouais, mais je me suis dit, alors c'est à la fois très réconfortant, mais c'est aussi assez vertigineux parce que vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez. Et vous savez, bien sûr, c'est écrit dans le journal, donc c'est vrai, quoi. Mais et voilà. Et ici, je trouve qu'en Alsace, c'est quelque chose de très très fort. Voilà. J'ai eu aussi il y a 3 semaines, j'étais à Münster parce que je suis allé voir les élus de la communauté de communes de la vallée de Münster qui avaient voté une motion pour se plaindre du traitement trop faible. Du manque d'articles sur la vallée de Münster dans les pages des DNA. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Ils ont voté une motion. Voilà. Et donc, on est allé les voir pour expliquer... Leur vendre des abonnements Non, mais pour leur expliquer pourquoi le confinement, les réductions de pagination, mais voilà, c'est exceptionnel. Et comme nous l'a dit d'entrée le président de la communauté de communes, il dit, vous savez, c'est plus un acte... d'amour que de défiance, ce qu'on a fait. Voilà. C'est que ça leur manquait, en fait, qu'ils avaient besoin et qu'ils se sentaient comme, un peu délaissés par les DNA. Et pour eux, c'était quelque chose de dramatique. Et vous préférez qu'on Donc c'est un peu vertigineux. Vous préférez qu'on vous dise ça, ou est-ce que vous préférez qu'on vous dise, tiens, l'éditorial de ce matin des DNA était bon, on a entendu sa chronique sur une radio nationale? Ça fait plaisir également. Mais c'est pas ça qui assurera notre futur et qui assurera la pérennité du journal. Le buzz médiatique et les reprises. Alors ça fait plaisir. Quand j'étais reporter, on adorait dire, t'as eu des reprises, mais
pendant des années, voilà, aux Parisiens, par exemple, on a eu beaucoup de reprises, ce qui n'a pas empêché les ventes du journal de baisser jusqu'à ce qu'on soit obligé de se poser vraiment la question de savoir comment on pouvait relancer la machine sur le plan économique. Et pourtant, pendant toutes ces années, le Parisien était considéré comme le journal qui faisait le sommaire des journaux de 13 heures et qui donnait le ton de l'actu en France. Voilà. Mais bon, ça fait plaisir, c'est très flatteur, mais c'est pas ça qui fait manger une rédaction, malheureusement. Merci Frédéric Vézard, merci à vous d'avoir participé à ce live. Le prochain live, en cas, c'est jeudi prochain. Avec Jean-Luc Hoffmann, président de la Chambre des métiers d'Alsace. Jean-Luc Hoffmann, président de la Chambre des métiers d'Alsace. Voilà, merci, bon après-midi et bonne lecture de Reinblick. Merci.